Et donc, on va reprendre pour la deuxième partie de cet après-midi, avant la grande conférence de cette fin d'après-midi. Et je dois d'abord et avant tout excuser Maxime Gély-Perbellini, historien qui est retenu pour cause de maladie, la fameuse maladie, et qui ne peut pas être avec nous cet après-midi, mais nous avons trouvé la possibilité de le remplacer à deux. Sarah et moi, on va tenter de le remplacer tout à l'heure, puisque nous avons toutes les deux, de près ou de loin, travaillé sur les sorcières, et donc on va dialoguer sur les sorcières. Voilà, vous n'aurez pas Maxime, Non. mais vous avez deux femmes pour le prix d'un homme, déjà, on y revient toujours. Mais on va d'abord donc commencer par Sarah Sépulcre, toute seule, narratologue, je l'ai dit, qui nous vient de l'Université catholique de Louvain, qui est une spécialiste de la communication, des séries télévisées, du genre, et avec qui j'ai eu la chance, l'honneur, avec qui, pas qu'elle, on était plusieurs, à avoir créé le premier master en études de genre en Belgique francophone, il y a déjà 6 ans, enfin, dans ces eaux-là, en grand Je sais moment. pas, moi j'oublie toujours les 2 années Covid, alors Oui, c'est ça, moins Covid, je, pas je- bon. je t'aurais dit 3, mais non. Non, 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 non. On est au moins à 6 ans. Voilà. Ceci étant dit, elle va donc nous parler de l'intégration ambivalente des combats et des théories féministes dans les séries télévisées. Et je lui cède la parole pour 30 minutes. Merci Valérie. Bonjour tout le monde. Tout à l'heure, l'une des intervenantes a dit qu'il faudrait qu'on en arrive à déconstruire le fait que nos savoirs scientifiques sont objectifs. Eh bien, je vous invite à ça parce que c'est pas du tout une communication objective, scientifique que je vais vous faire, mais vraiment une vision subjective des femmes, des féministes dans les séries télévisées, c'est-à-dire que ça part de moi et de ce que moi j'ai vu. Et je suis sûre que d'autres personnes pourraient avoir d'autres séries, d'autres personnages. Eh ben non, ce sera moi. Et voilà. En plus, ça sera très occidental parce que quand on parle des séries, en général, on sait tout ce que c'est, tous et toutes ce que c'est que des séries, mais en fait, on ne parle que d'une portion très infinie, très infime de la production de séries dans le monde entier. C'est-à-dire que je vais vous parler des séries que moi j'ai vues, c'est-à-dire globalement des séries américaines, des séries francophones, mais c'est pas grand-chose. Euh, C'était la demande qui m'avait été faite, les féministes et le féminisme dans les séries télévisées. Et je suis d'abord repartie en préparant du fabuleux titre de ce colloque, Les femmes qui dérangent. Et je me suis dit, est-ce que les femmes, elles dérangent dans les séries télévisées? Ben, en fait, non, pas du tout. Ça passe ou pas? Non, ça ne passe pas. Ah voilà. Les femmes, elles ne dérangent pas du tout dans les séries télévisées. Au contraire, depuis que les séries existent, les séries aiment beaucoup, beaucoup les femmes. Euh, alors évidemment, c'est une boutade, hein. Les séries, juste 2 secondes, elles existent depuis 1951 et 1950 en France et aux États-Unis. C'est-à-dire la télévision, dès qu'elle existe, met en place de la fiction sérielle. Et ce qu'on appelle une série télévisée, et qui aujourd'hui n'est plus qu'à la télévision d'ailleurs, existe dès ce moment-là. Donc dès 1951, les femmes apparaissent dans les séries télévisées. Euh, mais évidemment, et vous avez tous et toutes ri, vous avez d'abord tous et toutes reconnu Alerta Malibu, donc ne venez pas faire semblant que vous n'avez pas regardé. Mais effectivement, les femmes, elles ne dérangent pas quand elles sont dans la place que les systèmes de production populaire, donc le cinéma et les séries, la télévision, décident de mettre là où les femmes ont le droit d'être. Vous connaissez peut-être les théories de Laura Mulvey qui parlent du male gaze, du regard masculin. Eh bien, c'est ça le regard masculin, c'est-à-dire que les femmes ne dérangent pas si elles sont dans la position d'objet et si elles concentrent le triple regard des autres personnages et donc des acteurs, des réalisateurs et des téléspectateurs, et j'ai fait exprès de ne pas faire d'écriture inclusive.
Je vous ai parlé d'acteurs, de réalisateurs et de téléspectateurs. Donc effectivement, les femmes dans les séries télévisées, elles ne dérangent pas du tout quand elles sont dans cette position-là. Et je vous rappelle juste que les séries télévisées dans les années 50, les années 60, elles sont produites par le même système que les films blockbusters, donc c'est les majors. Et vous connaissez tous Harvey Weinstein et vous savez tous et toutes que les femmes ne sont pas bien traitées dans ce système cinématographique. Si vous avez déjà entendu ou lu des choses sur comment on traite les actrices, par exemple Marilyn Monroe, mais pas uniquement, ben vous saurez qu'en fait Harvey Weinstein, c'est un arbre qu'on a fait tomber, mais il reste la forêt derrière. Ça commence à aller mieux, mais voilà. Donc ça, c'était la petite boutade depuis le début. Toutes les femmes ne dérangent pas dans les séries télévisées. Évidemment, elles commencent à déranger quand elles décident de se rhabiller, pour le dire vite. Mais alors les femmes qui dérangent ou les féministes, en fait, qui sont-elles dans les séries télévisées? Est-ce que je dois vous parler des femmes qui sont personnages principaux, donc les héroïnes? Est-ce que ce sont les femmes fortes? On parle souvent des femmes fortes. Est-ce que ce sont les femmes dans des rôles non traditionnels? Est-ce que ce sont des femmes qu'on appelle féministes et qui sont catégorisées comme féministes dans les séries? Ou est-ce que ce sont des femmes qui mènent des combats féministes sans qu'on leur mette l'étiquette de féministe? C'est pas si évident que ça pour moi. Et donc j'ai décidé, je vous l'ai dit, de faire mon petit chemin comme je voulais. Et d'abord, celles qui apparaissent dans les séries télévisées, j'espère aussi que ça va marcher, sinon j'ai besoin que Gaëtan reste devant l'ordinateur tout le temps. Je fais une connerie, peut-être. Ça arrive. Non, j'ai pas de lumière. Non, je n'ai pas de lumière. Je n'ai pas allumé ma lumière. Donc. Merci. Attends, je teste. Ouais, ça marche. Merci Valérie. On a toujours besoin d'une femme à la technique. Alors, les femmes fortes, elles existent en fait dans les séries télévisées depuis très très longtemps. Lucie, c'est en fait la série qui est reconnue comme la première série télévisée aux États-Unis. En France, c'est 1950. Mais donc, c'est déjà très intéressant de se rendre compte que la première série reconnue comme une série, avant ça, il y avait des dramatiques filmés en direct, c'est une femme et c'est une femme forte. Alors, pourquoi c'est une femme forte? Lucie essaye de quitter son foyer. C'est ça l'histoire de cette sitcom. Donc c'est une sitcom, elle fait rire, c'est une comédie. À chaque épisode, elle veut en fait quitter son foyer et trouver un boulot. Et donc on va voir toutes ces tentatives de trouver un boulot. À la fin de l'épisode, à chaque fois, elle rentre chez elle parce que ça ne marche pas. Et à chaque épisode, elle va rechercher un nouveau boulot. Donc c'est déjà intéressant de voir que la première série présente une femme qui veut quitter son foyer en 1951. C'est quand même pas du tout anodin. Celle que je vous ai mis à côté, justement, désolé, vous auriez dû entendre parler de sorcière. Vous avez Samantha, ma sorcière bien-aimée, c'est 1964. C'est aussi une femme forte. Vous savez, elle est mariée à Jean-Pierre, elle a certaines compétences, c'est elle qui dirige son foyer, c'est elle qui dirige Jean-Pierre en grande partie. Alors j'en vois qui font la grimace. Effectivement, on peut discuter du côté femme forte, parce qu'elle n'est pas mise dans une position toujours intéressante, puisque si vous avez regardé quelques épisodes de Ma sorcière bien-aimée, vous savez que la seule chose qu'on lui demande, c'est d'organiser des dîners pour que son mari invite des clients potentiels et qu'il signe des contrats. Surtout, il ne faut pas non plus qu'elle embête son mari, il ne faut pas qu'elle lui porte honte, etc. Donc il y a pas mal d'épisodes qui tourne autour du fait qu'elle doit absolument cacher le fait qu'elle est une sorcière, qu'elle a des pouvoirs, mais n'empêche, il les utilise quand même. Et n'empêche, elle le mène un peu par le bout du nez. Donc ça reste aussi une femme forte. La troisième, c'est Emma Peel, dans Chapeau melon et bottes de cuir, c'est aussi 1964. Emma Peel, je ne sais pas si vous savez, outre le fait qu'elle est habillée comme une badass, mais elle a un doctorat, je ne sais plus en quoi, elle a un doctorat, elle se bat. Elle est légale, il faut mettre des guillemets de John Steed, mais en tout cas, elle collabore avec lui. Alors c'est intéressant. Donc ces femmes fortes, elles existent depuis le début de la télévision. Je vous en prends 3 sur 2 décennies. Ça vous indique aussi le nombre de femmes normales, avec des guillemets, donc des femmes au foyer qu'il y a à côté. Puisqu'à côté de ça, le rôle pour les femmes dans les séries dans les années 50, c'est d'être les mamans et d'être les femmes de. Elles sont au foyer. C'est la mère de la famille Cunningham dans Happy Days, par exemple. Donc, le rôle majeur pour les femmes dans les années 50-60 à la télévision, c'est d'être au foyer. Donc, je vous en présente 3.
vous entendez déjà aussi que ce que je vous présente, c'est souvent pas le quantitativement plus important. C'est des rôles très particuliers. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué dans ma manière de raconter qu'elles sont fortes, mais il y a déjà un mais. C'est-à-dire que d'abord, elles sont dans des sitcoms. Donc on fait rire en fait autour de leurs compétences et de leurs forces. Donc ça, c'est déjà pas anodin. Alors moi, je le vois de deux manières différentes. C'est que quand on fait rire, on peut amener certains discours. Alors on fait rire autour de ces discours, mais les discours sont passés quand même. Toute la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on retient à la fin? Est-ce qu'on retient le discours d'empowerment ou est-ce qu'on retient le fait que, en fait, Samantha, elle ne prendra jamais le lead sur son mari et qu'en fait, Lucie ne va jamais sortir de son foyer. Elle ne va jamais parvenir à trouver un emploi durable. Qu'est-ce qu'on retient? Les 5 dernières minutes de l'épisode où elle retourne chez elle ou tout le discours qu'elle a développé pendant les 20 premières minutes de l'épisode? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre en tout cas. Emma Peel, est-ce qu'on retient d'elle le fait qu'elle a un doctorat ou est-ce qu'on retient d'elle qu'elle a des mini-jupes ou des habits sexy pour l'époque? C'est pas certain. Et donc qu'elle est une pin-up. Donc ça, c'est différents éléments. Alors, des femmes fortes, il va encore y en avoir plusieurs au fil des décennies. Je vous en ai mis quelques-unes. Dans les années 70, elles vont sortir de leur foyer, elles vont être dans le monde du travail. Mary Tyler est le premier personnage américain à avoir une profession. Elle est secrétaire dans une chaîne de production, dans une chaîne télévision, par exemple. Les drôles de dames sont reconnues comme étant les premières femmes qui se battent à la télévision américaine. Emma Peel l'a fait avant elle à la télévision anglaise. 2 décennies plus loin, je vous ai mis quelques figures de femmes fortes. Il y a Buffy contre les vampires, il y a Scully dans X-Files, il y a le casting Carol Hathaway, mais aussi Kerry Weaver dans Urgence, par exemple, et de nouveau, ce sont des exemples parmi d'autres. Donc toutes ces femmes, en fait, sont caractérisées aussi beaucoup par rapport à la profession qu'elles peuvent faire ou pas faire, ou leur choix professionnel. Il ne vous échappe pas aussi qu'il y a là aussi à la fois des avancées, mais des avancées qui peuvent être ambiguës. Il suffit juste de prendre le cas des drôles de dames, qui effectivement sont les premières femmes détectives qui se battent à la télévision américaine, mais je ne sais pas si vous vous souvenez des épisodes. Elles sont surtout envoyées dans des milieux infiltrés, donc déguisées en prostituées, en top modèle ou en actrices. Mais en plus, actrices, c'est des synonymes des thèmes précédents, vous savez, dont c'est pas ce que je pense, mais c'est la manière dont on a présenté les rôles. On s'est beaucoup posé la question, finalement, est-ce qu'elles étaient là pour être des policières, des détectives, ou est-ce qu'elles étaient là pour être des porte-manteaux, des habits qui faisaient la mode à ce moment-là, ou des coiffures, puisque Farrah Fawcett, effectivement, avait... Donc voilà. Et tout à fait, elles dépendent de Charlie. C'est ça qui est bien quand on fait des communications sur les séries, c'est que vous les connaissez. N'hésitez pas du tout, vous avez tout à fait raison. Quand je dis qu'elles sont infiltrées dans les milieux de prostitution, il y a même des personnes qui ont fait un lien direct entre le fait que Charlie était leur souteneur. Donc effectivement. Donc on a des avancées, mais des avancées toujours ambiguës quand il s'agit de ces femmes fortes. On pourrait se dire qu'à partir des années 90, on a des choses qui sont moins ambiguës, mais ce n'est pas vrai. Le cas de Scully, il est assez intéressant à ce propos. Alors moi, c'est ma préférée, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisie, elle. Je vous ai dit que je n'étais pas objective, donc j'ai le droit. Le cas de Scully, il est super intéressant parce que on a beaucoup parlé de l'effet Scully. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a eu des rumeurs qui couraient depuis les années 90, puisque X-Files est 93, comme quoi Scully avait été un rôle modèle et avait permis à des femmes de se projeter dans la science. Donc c'était... Voilà, et tout le monde discutait de cet effet Scully. Et le Gina Davis Institute, Gina Davis, l'actrice qui a joué dans Thelma et Louise, elle a créé une fondation pour analyser notamment les films populaires et les séries télévisées pour voir quels sont les rôles modèles qui sont donnés à voir aux petites filles. Partant du principe que si on ne peut pas être visible, on ne peut pas être reconnu, et puis il faut pouvoir donner des rôles modèles différents à ces petites filles pour qu'elles puissent se construire différemment. Et donc elle s'est dit un jour, Gina Davis et ses équipes, on va essayer de vérifier
s'il y a eu un effet Scully. Elles sont donc allées interroger des femmes qui travaillent dans les milieux académiques, des STEM, des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, et qui travaillent dans des entreprises qui travaillent dans le domaine aux États-Unis. 63% des femmes qui travaillent dans ces domaines ont dit qu'effectivement Scully avait fait partie de leur rôle modèle. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un effet établi de Scully sur le terrain. Si c'est ma préférée, c'est parce que Scully a eu aussi un effet sur moi. Alors moi, j'ai un peu dévié, je ne suis pas dans les mathématiques, mais si je suis... Le jour où j'ai commencé à me dire que j'étais une intello, à oser le dire, c'était grâce à Scully. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Mais Scully, elle est intéressante, elle a été aussi une des héroïnes les plus pin-upisées par certains groupes de fans aux États-Unis, des fans machistes, ceux qu'on pourrait presque appeler des incels aujourd'hui, ne retenaient de Scully que le côté pin-up. Et donc vous voyez qu'on peut avoir deux visions très différentes, voire opposées d'un même personnage. On peut à la fois ne la voir que comme une pin-up ou la voir comme un rôle modèle qui est empouvoirant d'une certaine manière. Je pense qu'on pourrait dire à peu près la même chose de Buffy, qui a aussi eu des lectures qui étaient des lectures contrastées. Ça, c'est pour les femmes fortes dans les séries télévisées. Et il y en a plein depuis, on est bien d'accord. Le mot féministe a été utilisé au tournant du XXIe siècle, pour les séries télévisées, à partir de cette série-là. Les gens qui ont mon âge ou plus, vous avez vu, je sais que mes étudiantes, on ne voit pas du tout ce que c'est. Ally McBeal, on n'a pas d'idée. Donc, Ally McBeal, pour ceux et celles qui sont trop jeunes, c'était l'histoire d'une avocate qui démissionnait d'un cabinet parce qu'elle avait été l'objet d'attouchements sexuels et qui se fait engager dans le cabinet où il y a son amour de jeunesse. Voilà. Et ce qu'on va voir dans chaque épisode, c'est des affaires différentes qu'elle va plaider, souvent des affaires qui sont liées à des questions d'amour, d'amitié, de couple, etc., mais pas nécessairement uniquement. On va parler de série féministe pour cette série-là. Ce n'est pas une étiquette que la série revendique elle-même, c'est une étiquette que la critique et les journalistes vont lui accoler parce que c'est la première série, disait-on, qui rentre dans la tête des femmes. Alors, ça signifie que ces gens n'avaient pas vu I Love Lucy, à mon avis, mais voilà. Je suis personnellement pas tout à fait certaine qu'Ally McBeal soit une série féministe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est une série qui tourne quand même beaucoup autour de Ali qui essaye elle est retombée amoureuse de son ancien amour et de le reconquérir. C'est une série qui globalement parle du célibat, non-célibat, qui tourne principalement autour des amours de Ally McBeal. Et moi, personnellement, je ne trouve pas ça super féministe. Je trouve que c'est une série super drôle, mais pas une série féministe. Je ne suis pas la seule à l'avoir pensé parce que le Time, vous voyez, à ce moment-là, se fait un dossier sur le féminisme et sort plusieurs figures. Vous avez... utilise justement Ally McBeal, puisque tout le monde en parlait à ce moment-là, pour dire, si c'est ça le féminisme, alors le féminisme est probablement mort. ça en dit long, effectivement, sur la vision qu'on pouvait en avoir. La deuxième série sur laquelle on a beaucoup accolé le stéréotype de féministe, c'est Sex and the City. Alors clairement, Sex and the City est beaucoup plus corrosive, évidemment, que Ally McBeal. Je dis évidemment, il ne faut pas oublier aussi que Ally McBeal est diffusée sur une chaîne généraliste, assujetti aux lois de la FCC, l'équivalent du CSA pour le dire vite en Belgique. Sex and the City diffusé sur HBO peuvent se permettre d'avoir des scènes de sexe, par exemple, ou même de parler de sexe, ce que Ally McBeal ne pouvait pas faire. Elle est plus corrosive, les propos sexuels sont plus frontaux. Ce qui est aussi intéressant avec Sex and the City, c'est qu'on n'a pas une Ally McBeal, mais qu'on a 4 femmes. Et ça change quand même pas mal de choses. Ces 4 femmes n'ont pas le même point de vue sur les sujets dont elles discutent. Elles n'ont pas toutes la même manière de gérer leur vie professionnelle, leur vie amoureuse, l'éventuelle maternité, leurs envies pour demain, être en couple, pas en couple, etc. Et ces 4 femmes discutent et donnent ces différents éléments. Il n'y a pas de morale à la fin, parce qu'il n'y en a pas une qui prévaut, même si on pourrait discuter de Carrie. Donc à la fin, ce n'est pas la vision de Carrie qui compte, par exemple. C'est une série qui n'est pas inintéressante, effectivement, en termes de thématiques féminines, voire féministes. Aucune de ces personnes ne se dit féministe. Même Miranda Hobbs, qui est une working girl et qui
qui endosse le stéréotype de la working girl ne se définit pas comme féministe. Astrid Henry, une chercheuse anglaise, reproche une chose à Sex and the City, c'est son côté dépolitisé. C'est une série qui effectivement traite de thématiques féminines, peut-être féministes, mais toujours connectée à ces 4 personnages, toujours individualisés dans leur parcours et jamais remis en contexte, jamais non plus remis en lien avec des combats féministes. Donc c'est une série qu'elle considère comme, si c'est du féminisme dépolitisé, et on est bien d'accord que c'est 2 mots qui ne vont pas très bien ensemble, féminisme dépolitisé. La fin semble leur donner raison, puisqu'à la fin, elles se marient toutes avec un homme. Donc, bon. Et je ne vous parle même pas des films. Vous voyez aussi que ces 2 séries dont je viens de vous parler sont aussi des comédies, comme I Love Lucy et comme Ma sorcière bien-aimée. Donc il y a quand même quelque chose, quand c'est des choses un peu trop hard, féminisme c'est hard, hein, on les fait passer par de la comédie. Alors aujourd'hui, on accole encore l'adjectif féministe à des séries. L'une d'entre elles, ça a été beaucoup en discussion, c'était Game of Thrones. Est-ce que Game of Thrones est une série féministe ou pas? Je ne vais même pas rentrer dans le débat, je vous laisse décider si vous voulez en discuter ou pas. Et pourtant, on a certaines héroïnes, j'y arrive après, certaines héroïnes qui sont, elles, féministes. Alors, Astrid Henry, elle, dans un autre article, dit, en fait, depuis le début de la télévision, il y a des héroïnes qui sont féministes et qui développent quand même des propos qui sont des propos féministes, sauf qu'elles ne le disent pas comme telles, qu'elles ne sont pas étiquetées comme telles, et qu'elles ne sont souvent pas les personnages principaux. Les personnages féministes dans les années 70 ou dans les années 80, ce ne sont pas les personnages qu'il vaut mieux mettre en avant dans une série télévisée. Donc ça fait encore assez mauvais genre, d'une certaine manière, d'être féministe. Sauf peut-être Cagney et Lacey. Je ne sais pas si c'est une série que vous avez vue, cette série policière des années 80, où on avait 2 personnages de femmes et qui, effectivement, là, sont un peu différentes. Alors moi, la première série où je me suis dit « Waouh, on est quand même face à quelque chose », vous avez remarqué que c'est encore Scully, hein. C'est Gillian Anderson. Il faudrait lui donner le prix Nobel à cette femme. Après, je suis très contente que ce soit Annie Ernaux qui l'ait cette année, mais l'année prochaine, je propose Gillian Anderson. La série dont je vous parle là, c'est une série britannique qui s'appelle The Fall. Je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est une série où elle incarne, elle est Stella Gibson, qui est, pour le dire vite, détective, mais dans le système anglais, ça n'existe pas, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Et elle poursuit un serial killer. Donc elle enquête sur un serial killer. Alors déjà, c'est un personnage qui était très intéressant parce que c'est une femme célibataire qui a une sexualité qu'on pourrait qualifier de débridée. En tout cas, elle couche quand elle veut, comme elle veut. Elle a des plans cul, des plans d'un soir et elle s'en fiche. Elle est aussi très assertive dans sa manière de mener ses enquêtes, de mener ses équipes. Elle sait ce qu'elle veut, elle n'a pas froid aux yeux, etc. Vous voyez si vous cherchez en ligne, vous verrez plein de citations d'elle qui sont ressorties des épisodes et où elle tient des propos qui sont effectivement des propos qu'on pourrait qualifier de féministes. Mais moi, ce qui m'avait vraiment très fort marqué, c'est dans le 5e épisode, le serial killer en question lui téléphone. Il développe un peu c'est un peu un récit où il y a le chat et la souris. On sent que c'est des scénaristes qui ont vu Le Silence des agneaux aussi, et où on voit que le serial killer essaye d'être en relation avec celle qui le poursuit. Et donc il essaye de faire ça, sauf que ça ne marche pas très bien. Et notamment, il y a un moment donné où il parle de son art, il parle de son action comme quelque chose d'artistique, tuer des femmes. Hein. Et donc vous voyez que c'est ce qu'elle lui répond. Tu essayes de rendre digne ce que tu fais, mais c'est juste de la misogynie. C'est la vieille histoire de la violence masculine sur les femmes. Et moi, je me souviens que quand j'ai vu cette partie, je regardais cette série et j'étais en train de me dire, elle a dit ça. Et je me souviens que Valérie Laudevoot, présidente de l'Université des femmes, qui fête d'ailleurs bientôt son anniversaire, me dit, mais t'as vu? Et de fait, on était complètement étonnés parce que on n'avait jamais entendu un truc pareil, quoi. Un personnage féminin qui dit « Non mais ça c'est du patriarcat et c'est de la misogynie mon grand. Donc tu vas rentrer chez toi. » Vous voyez, c'est ce qu'elle dit, hein. Elle dit « Tu vas voir, on va t'avoir parce que tu as fait une connerie. » Et de fait, je vous spoil la fin. Ils l'ont parce qu'elle dit une connerie. Donc
voilà, première série dans laquelle on a des propos féministes quand même pas anodins. Alors, super intéressant, c'est une série de 2013, mais assez confidentielle. Personne ne m'a fait oui quand j'ai demandé si vous aviez vu cette série-là. Une autre série dont j'avais envie de vous parler, enfin 3 séries, c'est New York Unité spéciale des victimes, qui est une série que vous avez peut-être vue par contre, parce qu'elle passe beaucoup plus à la télévision, de manière même, je pense, RTL ou ce genre de choses. C'est le genre de police procedural, c'est-à-dire il y a une enquête par semaine, on a un crime, ici un crime sexuel, qui passe par l'enquête policière, et c'est la patte des Law and Order. On a aussi son histoire et son parcours au tribunal. Donc on va depuis le crime jusqu'au verdict, jusqu'au jugement. C'est une série qui existe depuis maintenant 24 saisons, 1999. C'est une spin-off de Law and Order et c'est la seule aujourd'hui qui existe encore. Et le personnage central, vous l'avez sous les yeux, c'est Olivia Benson. Elle n'est pas seule et au début, elle avait un partenaire masculin. Elle faisait comme traditionnel dans les séries télévisées policières, elle avait un partenaire qui était Elliot Stabler, mais qui est parti, si je me souviens bien, à saison 12 ou 13, un machin comme ça. Et donc maintenant, elle est seule, elle est montée en grade aussi, elle est devenue le sergent, et puis elle est devenue le chef de l'équipe. C'est une série qui est axée sur les crimes sexuels, avec tout le spectre. C'est-à-dire que ça peut aller d'attouchement jusqu'à des viols, des agressions, du harcèlement sexuel sur des femmes, sur des enfants, sur des personnes trans, sur des crimes homophobes, lesbophobes, etc. Donc c'est un spectre assez large. Alors quand elle a commencé dans les années 90, c'était une série qui était un procédural habituel. Ça nous montrait des viols dans des parkings, par exemple. Ça nous montrait des serial killers ou des serial violeurs, etc. Mais depuis, c'est une série qui a énormément changé et qui nous présente effectivement des agressions sexuelles telles qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire, vous le savez, hein, c'est à 8 fois sur 10, en fait, on connaît son agresseur. Donc il y a des incestes, par exemple, il y a des crimes, des viols conjugaux, il y a de la violence dans les familles, etc. Ce qui est aussi très intéressant dans cette série, c'est que régulièrement, Olivia remet les choses en contexte et remet d'autres personnes à leur place. Quand un policier essaye de double victimiser, par exemple, elle dit non, pas de ça ici. Quand un juge ou quand un avocat ou quand un procureur du roi dit des choses contre lesquelles elle n'est pas d'accord, elle va régulièrement le dire. C'est une série qui est relativement pédagogique sur c'est quoi la sidération, pourquoi est-ce qu'une femme se tait, est-ce que le fait qu'elle ait pris manifestement du plaisir doit rentrer dans la plaidoirie et comment. Donc c'est une série qui est assez bien faite à ce niveau-là. Moi je me souviens d'un très bel épisode par exemple où c'était un adolescent transgenre qui avait été agressé dans la rue et où effectivement on n'avait pas du tout une vision comme on en a des personnes trans dans certains films. C'était un adolescent transgenre tout à fait accepté par sa famille, qui vivait bien, par ses amis, et donc on avait une vision très différente aussi des personnes trans, par exemple, dans cet épisode-là. Je me souviens d'un épisode de viol sur les campus, alors je suis prof d'UNIF, donc du coup ça m'intéresse, mais qui effectivement était très nuancé dans sa manière de présenter les choses. Ce qui est intéressant avec Olivia, c'est qu'elle est vieille. Elle a plus de 50 ans maintenant. Normalement, elle aurait dû disparaître depuis 10 ans. Mais oui, on est bien d'accord, mais non. Et quand je vous dis, normalement, elle aurait dû disparaître depuis 10 ans des séries, aujourd'hui, c'est aussi un personnage intéressant à ce niveau-là, et un personnage qui monte en grade. C'est aussi un personnage qui est devenu mentor, y compris pour, par exemple, le procureur Raphaël Barba, où il y a toute une discussion, où quand il arrive, il n'est pas très bien décati, pas très au courant, et où finalement, il finit par apprendre. Et donc, nous, avec... L'autre série dont je voudrais vous parler, il va falloir que j'accélère un peu, c'est The Bold Type. Vous avez peut-être vu cette série. Alors là, parfois, quand je dis mais cette série-là, on peut la taxer de féministe, il y a des gens qui me regardent avec des gros yeux, en me disant mais non, pas du tout. En fait, The Bold Type, c'est la version Millennials de Sex and the City. C'est 3 femmes qui travaillent dans un journal
presse féminine. L'une d'entre elles est journaliste, l'autre elle est la directrice des réseaux sociaux et la troisième elle est styliste, donc celle qui s'occupe des shootings, etc. Ce qui est très intéressant dans cette série, c'est qu'elle aborde des thématiques comme leur sexualité, leurs identités de genre, leurs préférences amoureuses ou sexuelles, la pornographie, l'assurance, des choses sur la santé, par exemple, et les femmes, les privilèges dont elles jouissent ou pas en tant que blanches, en tant que new-yorkaises, etc. Ça discute du couple, ça discute body positivity, par exemple. Donc c'est très intéressant. Je me souviens, par exemple, d'un épisode où Sutton, c'est donc la styliste, a enfin le job de ses rêves. Elle devient l'assistante du styliste en chef de ce magazine. Mais en fait, elle se rend compte, donc elle décroche son job de rêve, mais elle se rend compte qu'elle ne sera pas du tout payée autant que dans son job précédent, où elle était la secrétaire de je ne sais plus qui. Et au départ, elle se dit, je vais juste l'accepter parce que c'est mon job, rêver, et puis tant pis, on verra plus loin. Et puis petit à petit, il y a un de ses collègues qui lui dit, il n'y a pas de raison que tu acceptes d'être sous-payé. Et donc, vraiment, il la coach pour qu'elle dise, mais c'est quoi tes compétences? Qu'est-ce que tu apporterais à cette position? Comment tu t'emparerais du job? Et à ton avis, ça vaut combien? Et surtout, en dessous de combien tu veux pas descendre? Et on a eu très souvent des discussions sur le fait que les femmes, en fait, ne savent pas négocier leur salaire et qu'on est en général moins bien payé que nos collègues masculins, notamment parce qu'on ne sait pas négocier. De nouveau, quand j'ai vu cette séquence, je me suis dit, c'est dommage que j'ai pas vu ça quand j'avais 20 ans. J'aurais négocié tout à fait autrement mon salaire. Ça, c'est le genre de choses intéressantes. Alors, il y a toujours, je vous l'ai dit, du positif et du négatif, c'est-à-dire que, effectivement, c'est une série girly. C'est une série aussi très dans un milieu de la mode. Vous avez vu, elles sont toutes les trois très fines. Elles sont deux blanches, une métisse. On est vraiment dans un monde aussi relativement capitaliste avec des discours très bisounours sur le monde de la mode, sur l'apparence, sur la beauté. Donc tout n'est pas gagné, mais il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Je passais très vite sur Transparent. Dans tous les cas, vous devez absolument aller voir cette série. Dans cette série, ce qui m'intéresse, c'est que pour la première fois, il y a des théories féministes qui sont avancées dans les épisodes. En fait, c'est l'histoire de Maura. Maura, c'est la personne du milieu qui était auparavant morte et qui décide au moment de sa pension, c'est un prof de NIF, de faire son coming out trans et de dire en fait je suis une femme. Et de vivre à partir de ce moment-là, selon l'identité de genre, ce qu'elle l'est réellement, et de vivre en tant que Maura. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme ça se passe dans le milieu universitaire et que l'un de ses enfants, qui est Ali, va faire débuter un doctorat. On a des choses qui sont discutées comme Audre Lorde, par exemple, dans cette série, ce qui n'est pas du tout anodin. Il y a Ali qui se revendique comme une lesbienne politique. C'est aussi des choses qui sont féministes, c'est assez pointu. Et donc dans cette série, c'est ces explications-là. Je passe sur le reste, vous irez voir vous-même. Alors ce qui me semble intéressant particulièrement dans ces séries, c'est les discours, c'est les discussions. C'est le fait que c'est en débat. C'est pour ça que je vous mets des images et des moments où ces personnages discutent entre eux. En fait, leurs idées, parfois leurs faiblesses, parfois leurs échecs sont mis en discussion et en tension. Et d'une manière particulière, elles ne sont pas face à des personnages machos ou misogynes. Donc ce n'est pas le blanc versus le noir. C'est vraiment les femmes entre elles ou des personnages féministes. Il n'y a pas que des femmes, il y a des alliés aussi, hommes, qui discutent de leur positionnement. Et donc c'est vraiment mis en discussion et en tension, mais sans que ça ne soit stéréotypé dans le blanc et dans le noir. Et donc ça, je trouve assez intéressant. Et c'est aussi très intéressant, aujourd'hui, les séries télévisées, on n'a plus beaucoup de séries dans lesquelles il n'y a qu'un seul personnage. On a beaucoup des séries dans lesquelles il y a des groupes de personnages qui sont dans la position de personnages principaux et donc qui ont le même temps d'antenne, qui ont la même dose de caractérisation. Mais ces personnages ne sont pas tous et toutes identiques. Et donc, je trouve une force de ces séries-là. Avec parfois des discussions très pointues. Dans Transparent, vous voyez que les trois enfants, en fait, à un moment donné, donc, se disent, mais d'abord, comment est-ce qu'on doit t'appeler? On ne peut pas t'appeler maman, on a une maman. Comment est-ce qu'on t'appelle?
Et puis c'est aussi des discussions sur, mais donc du coup, c'est quoi maman, c'est quoi papa? Est-ce que parce que papa est devenu une femme, il devient maman? C'est quoi les rôles de parents en fait? Est-ce que c'est pareil que... hein? Ou alors des questions sur sa sexualité. Tiens, est-ce que Maura est une lesbienne? Est-ce qu'elle est hétérosexuelle? Qu'est-ce qu'elle était avant? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Et donc ça, je trouve que c'est des discussions qui sont quand même assez pointues. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est dans des phénomènes d'anti-Schtroumpfette. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Schtroumpfette. Enfin, si la Schtroumpfette, je suis sûre que vous savez ce que c'est, mais la Schtroumpfette, c'est quand un seul personnage est porteur d'une caractéristique. On avait beaucoup de séries télévisées dans les années 90 où il y avait 5 flics et une femme flic. Donc, il n'y avait qu'une seule manière d'être une femme flic. Il y avait 5 manières d'être un homme flic. Ça, c'est le syndrome de la Schtroumpfette. Et donc, la femme flic, elle avait sur ses épaules tout ce qui était lié à la conciliation vie professionnelle, vie privée, enfin, plein de choses. Ici, on n'a plus cet élément-là, on n'a plus une réduction, si vous voulez, de c'est quoi être une femme dans le milieu qui est présenté, parce que c'est présenté par plusieurs personnages. Ce qui est aussi intéressant dans ces séries, c'est qu'elles sont mainstream. C'est-à-dire que ce sont des séries qui ne sont pas nécessairement pointues. On pourrait discuter de transparent. C'est diffusé dans la télévision généraliste. New York Unité spéciale des victimes, ça a été diffusé à un moment sur RTL TVI. Plus généraliste que ça, on meurt, je crois. Bold Type, ça s'adresse vraiment à des jeunes femmes, ou à n'importe qui d'ailleurs, mais ça cible plutôt des jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Et donc c'est mainstream, c'est-à-dire ce sont des séries que effectivement n'importe qui peut aller regarder. C'est très différent d'une série comme Queer as Folk à l'époque qui ciblait quand même un public plutôt LGBT. Transparent, de nouveau, on pourrait discuter parce qu'Amazon, c'est diffusé sur Amazon, a quand même très fort ciblé les niches, des publics de niche, et notamment le cas pour cette série-là. Alors vous vous attendiez peut-être à ce que je vous parle, et je vais arriver tout doucement à ma conclusion, de ces séries-là. D'ailleurs, elles étaient dans le résumé. Séries féministes, on pense La Servante écarlate. Mais je ne dis pas qu'elles sont inintéressantes. Évidemment, La Servante écarlate, par exemple, montre très très bien comment... Moi, je trouve que ça montre vraiment très très bien comment on peut passer d'un point où en fait ça va encore à un point où c'est vraiment la merde. Et comment on passe de ce moment où on est face à des personnes qui prennent le pouvoir de manière un peu populiste, nanana, où on nous parle de où là il y a des problèmes de fertilité, à la dystopie telle que cette série la présente. Pour le coup, si vous vous souvenez, Astrid Henry qui disait que c'était dépolitisé Sex and the City, je pense qu'on est aujourd'hui dans des séries qui sont bien plus politisées, et notamment La Servante écarlate nous présente des systèmes et comment les systèmes fonctionnent et comment les systèmes peuvent se retourner contre les femmes. Big Little Lies, qui présente la thématique de la violence conjugale aussi, est très intéressante à ce niveau-là. C'est que non seulement ça nous montre aussi le système, comment ce couple fonctionne, le couple violent, comment il fonctionne dans la société pour ne pas être démasqué notamment. Ce qui est très intéressant avec cette série-là, c'est qu'en fait, elle le fait à notre dépens. Les téléspectateurs, pendant tout un temps, on ne sait pas très bien ce qu'on voit. Et on sait qu'on n'a pas envie de voir ce qu'on est en train de voir. Et puis à un moment donné, on est mis devant le fait accompli. Si c'est bien ça qu'on est en train de voir. Si entre-temps, vous vous étiez attaché au personnage de l'homme, c'est pas de bol. Hein. Ça nous met dans une position très inconfortable. Et là aussi, je trouve que c'est politique dans le dispositif de nous présenter les choses comme ça. Ce qui est aussi intéressant dans ces séries, par exemple Miss America ou Good Girl Revolt, c'est que de tout doucement, on a les combats des femmes féministes qui sont présentés dans des séries qui sont des séries historiques. Alors je mets des guillemets parce que faut toujours faire attention, il y a toujours de la fiction et de la réalité, mais on voit que ça devient aussi un sujet. Comme les suffragettes ont été l'objet de quelques films, aujourd'hui on voit qu'il y a quelques séries qui utilisent les combats féministes comme sujet. Et ça, c'est quand même pas anodin, parce que de nouveau, on est dans des séries qui sont diffusées sur HBO ou Amazon. C'est pas ABC, c'est pas RTL, mais quand même, c'est pas des choses complètement anodines et des chaînes que personne ne regarde. Je reviens 2 minutes et je termine vraiment là-dessus sur le côté ambigu. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'ambigu et pourquoi je continue de parler d'ambiguïté ? Vous avez entendu, et j'ai essayé de le faire à plusieurs moments, qu'il y a des avancées, mais c'est jamais totalement génial. Les séries, elles sont jamais à 100% bonnes. C'est une chose que vous devez retenir. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, il y a toujours des choses bien et des choses pas bien dans les séries. Et oui,
Samantha nous montre une femme qui effectivement fait ce qu'elle peut pour avoir le pouvoir au sein de son couple, mais il y a des limites à cette série-là. Effectivement, on peut se dire que Scully est un personnage intéressant, mais pas tout le temps, en fait. Elle n'est pas tout le temps intéressante. Vous avez vu aussi qu'on est beaucoup dans des séries qui sont dans certains genres. Les comédies, les policiers, et qui dit police dit aussi importance du crime, hein, parce que je vous ai dit beaucoup de bien New York Unité spéciale des victimes, mais c'est aussi une série qui joue sur le spectaculaire du crime. Même s'ils font très attention à la manière dont ils la présentent, on est aussi dans un rapport parfois un peu voyeur, parfois un peu fétichisant le crime sexuel. Donc c'est pas anodin non plus. La dystopie, par exemple, dans La Servante écarlate, est à la fois intéressante et puis à la fois on peut se dire bah, c'est pas grave, en fait c'est une dystopie, ça n'arrivera jamais. Donc on est dans des choses qui sont pas toujours évidentes. Beaucoup de conclusions que je fais dans mes cours reviennent aussi à dire dans toutes les séries que je vous ai présentées, on a quand même encore des filles qui sont belles. On peut être une féministe dans les séries télévisées aujourd'hui, on peut être une femme qui a des propos sur les violences conjugales, etc. Mais il faut qu'on fasse un 38. Et il faut qu'on soit jolie. Donc là, je pense que c'est aussi une limite des séries aujourd'hui, c'est qu'on est dans... Et Good de Bold Type est intéressante pour ça, c'est que on est encore dans une certaine vision des corps. Alors, c'est pas toutes les séries, il y en a qui sont pas là, nécessairement autant là-dedans. De nouveau, Transparent va vous présenter des femmes qui ne sont pas ces femmes jolies hollywoodiennes, mais quand même, on a encore un sous-texte qui est... Enfin, c'est pas un sous-texte, en fait, quand on le voit, on se dit, bah, ce qui compte quand même, c'est les filles qui n'ont pas de ventre, pas de poils, etc. Et donc, je pense qu'on sera vraiment dans des séries féministes le jour où le système aura aussi déconstruit le rapport au corps qu'il a. Certaines de ces séries sont un peu confidentielles, celles qui vont le plus loin, notamment Transparent ou par exemple The Fall, ne sont pas des séries les plus mainstream que je vous ai présentées. Et on pourrait aussi se poser la question du degré de politisation. Alors, je viens de vous dire que selon moi, Big Little Lies et La Servante écarlate sont plus politiques. Je pense que les dernières saisons de New York Unité spéciale des victimes, avec les discours très pointus de Olivia Benson, qui est donc cette flic et cette policière, devient quelque chose d'assez politisé, mais on peut toujours se poser quand même la question par rapport à d'autres, par exemple de Bold Type qui va parfois un peu vite sur certaines choses, notamment l'intersexualité. Et le dernier élément, donc il y a des choses qui changent, mais le dernier élément, c'est qu'elles ne sont pas majoritaires. Je viens de vous parler pendant un peu plus d'une demi-heure, parce que je déborde toujours un peu, de séries en vous donnant peut-être l'impression que c'est super génial, les séries. Alors je pense que les séries présentent des choses très intéressantes, mais à côté d'une Olivia Benson, il y a combien de personnages qui sont moins intéressants? Il y a combien de séries dans lesquelles la seule thématique pour les femmes et les personnages féminins, c'est en fait de chercher le prince charmant? Et uniquement de chercher le prince charmant. Il y a combien de séries dans lesquelles on ne déconstruit pas les masculinités toxiques ou viriles, par exemple? Donc il y en a quand même encore beaucoup, et celles que je vous ai présentées ne sont pas encore majoritaires, mais c'est quand même pas mal, quand même, une série qui nous parle de patriarcat par rapport au serial killer. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Bon, il nous reste un quart d'heure, 20 minutes pour parler des sorcières. Allez. On passe des séries aux sorcières, il y a des liens évidemment, Ouais. et on revient à la discussion d'ici 15 minutes. Ça roule. Je te lance, vas-y. Ouais. Donc, on nous a lancé le défi, genre hier, de remplacer Maxime, ce que je ne vois pas comment on va pouvoir faire. Et moi, j'ai pas beaucoup travaillé sur les sorcières. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui connaissent mieux les sorcières que moi. Et donc, n'hésitez pas à parler si jamais. Par contre, je me suis dit qu'on pouvait peut-être partir des séries télé, puisque Maxime, il vous aurait parlé des usages actuels de la figure de la sorcière. Alors, peut-être pas dans les séries, je pense pas dans les séries. Peut-être dans la militance. Mais peut-être que partir de quelques figures de sorcières dans les séries, ça pourrait être intéressant. Puis après... En fait, je vais développer des personnages et puis je vais lui dire, tiens, fais ce que tu veux avec ça. C'est du sans filet, hein. Je propose qu'on arrête de filmer, d'ailleurs. Je me suis dit, dans les séries, j'ai vu 5 éléments, 5 figures de sorcières peut-être qui pouvaient être intéressantes. La première, je ne vais pas vous en parler beaucoup, c'est il y a des séries télévisées dans lesquelles on reprend les sorcières des contes.
Une série comme Once Upon a Time, Il était une fois, reprend en fait les contes habituels et donc forcément on a la sorcière, la mère de Blanche-Neige, ce genre de trucs. Oh, c'est pas qu'elles sont inintéressantes, mais bon, bref, on voit bien qu'on reprend. Il y a la série Grimm par exemple ou Merlin où on reprend les sorcières des grandes histoires. Le deuxième type, c'est peut-être plus intéressant et c'est peut-être en lien plus avec le féminisme, c'est celle où les sorcières en fait dévoilent certaines compétences, voire un empowerment. Alors, je vous ai montré ma sorcière est bien aimée. Moi, je pense qu'effectivement, le fait qu'elle soit une sorcière est une métaphore de certaines volontés qu'elle a, de son pouvoir, de ses compétences. Parce qu'on peut voir les pouvoirs comme strictement des pouvoirs surnaturels, comme on peut se dire, mais en fait, c'est des compétences qu'elles ont qui sont différentes ici des hommes. Dans son cas, est différent d'un homme. Il y a Sabrina apprentie sorcière aussi qui est comme ça. Il y a Willow dans Buffy contre les vampires, qui sont des filles, ou Charmed que vous avez peut-être vu quand vous étiez petite, qui sont effectivement des figures de sorcières où on voit qu'en fait on utilise les pouvoirs magiques comme des espèces de métaphores de compétences féminines et pour, dans certains cas, d'empowerment. Alors, empowerment empêché pour Samantha. Il faudrait qu'on discute pour Charmed, dont je vous avoue que j'ai vu les premières saisons, mais pas la fin. Donc je ne sais pas si à la fin elle gagne, etc. En tout cas, on voit bien qu'on utilise la figure de la sorcière pour parler des compétences. Et finalement, en féminisme aussi, cette figure de la sorcière, elle est utilisée pour parler d'empowerment. Tout à fait, c'était beau ça. Débat. Waouh, c'est beau ça, la balle que tu m'envoies. Non, non, tout à fait. D'abord les contes, peut-être revenir sur les contes, parce qu'en fait c'est les plus nombreuses, peut-être, les plus banales, mais c'est aussi ça qui forge l'imagination, et qui l'a forgé pendant très 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 longtemps, et même Blanche-Neige, elle est là au-dessus, enfin je veux dire, Oui. enfin, en tout cas la sorcière. Et on l'a tout en tête, quand on parle de sorcière, c'est souvent à ces références-là qu'on nous avons en tête, et c'est ça qui forge nos imaginaires, et aussi, hélas, notre vision des sorcières. Évidemment, ces femmes compétentes, ces sorcières compétentes, c'est vers ça aussi que vont vers les féministes, et parfaitement, avec cette idée aussi de ce pouvoir de la sorcière. Alors, je sais pas quels sont les trois autres, parce qu'on est vraiment sans filer à ce point-là. Euh, Tu veux mais que je te le dise? oui, dis-les tout de suite. Et Les puis, femmes fatales, oui, la vision historique et les vieilles. voilà, parce que, merci. Parce que vous avez rien La entendu, c'est pas grave, troisième, on les y revient vieilles. après. C'était juste pour moi, mais c'est clair que Quoi, vous avez entendu? Ah, Non, ils ont pas entendu. Non, c'est les féministes, en fait, dès les années, depuis le début, en fait, du féminisme, parce qu'on croit toujours que c'est hyper récent, mais depuis le début du féminisme, ont repris la figure de la sorcière, toujours comme étant un symbole fort, et donc se poser la question. Et c'est certainement dans les années 70, en Italie d'ailleurs, en France, avec, je vous parlais d'Anne Sylvestre tantôt, évidemment, une sorcière comme les autres, notamment, que la figure de la sorcière est revendiquée comme un symbole fort du féminisme, et c'est assez intéressant de voir que c'est par vagues, enfin comme souvent dans le féminisme aussi, mais que la figure de la sorcière, comme femme ayant des pouvoirs, ayant été tuée pour ses pouvoirs, ou ayant été assassinée, massacrée, brûlée, etc., noyée pendant plusieurs siècles, est revendiquée. Alors quelquefois en faisant un peu fi des aspects historiques, ce qui rend assez malade des historiens, et Maxime aurait pas été, il vous aurait dit plein de choses en disant que les féministes se trompent quelquefois. Mais c'est pas grave, en fait, elles ne font pas œuvre d'histoire en tant que telles, elles font œuvre de militance en allant rechercher cette figure mythique de la sorcière, avec des pouvoirs spécifiques. Alors justement, c'est quoi les pouvoirs? Alors il y a encore les trois autres, mais c'est quoi les pouvoirs de la sorcière ou des sorcières? Parce qu'il y a autant, à mon avis, de féministes, non, de féministes que de féminisme, et de sorcières que de sorcières d'ailleurs, parce que chacun va chercher dans la sorcière ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie d'aller chercher, bien évidemment. Mais c'est quoi les pouvoirs de la sorcière? C'est surtout vivre en dehors. On parle de normes et de marginalité, ben on y est. C'est d'aller vivre en dehors du village, souvent, en dehors du mari, souvent des femmes seules. Donc,
considérée comme libre, alors on peut discuter ça, considérée aussi quelquefois comme folle, la folle du village, celle qui justement est un peu ostracisée en dehors du village, mais celle qui, si elle est aussi en dehors du village, est plus proche des forêts et de la nature, et donc c'est aussi là un autre renouveau du féminisme. Vas-y pour la suite. La suite, oui. Alors, on commence tout doucement, mais c'est peut-être c'est sûrement avec des erreurs historiques, et je vous avoue que là, c'est des séries que j'ai pas vues, à avoir une réappropriation ou une revisitation du côté historique des sorcières, justement, avec des séries qui sont souvent du côté de l'horreur, mais qui parlent de Salem, qui parlent justement des grands procès, etc. Il y a une série d'ailleurs qui s'appelle Salem, et une série qui s'appelle Coven, c'est une des saisons d'American Horror Story. Donc, peut-être que tout doucement, ça passe d'abord pour le moment par des choses qui sont des choses de l'ordre de la série de genre, hein, l'horreur, etc. Peut-être que petit à petit, on va en arriver à repasser par la vision historique, par des choses sur la chasse aux sorcières, enfin les chasses aux sorcières dans le Moyen-Âge. Mais ces séries-là, je ne les ai pas vues, mais on voit apparaître certaines choses. Pourquoi je dis on voit apparaître certaines choses? Parce que de nouveau, on commence dans des séries de genre. Par exemple, la comédie, je vous en ai parlé, mais ici, des séries d'horreur. Et puis si ça marche, il n'est pas impossible que ça se transpose après ailleurs, hein. C'est comme ça que fonctionne en fait le populaire. Le populaire teste, utilise des choses, puis si ça marche, on va voir arriver des choses qui vont s'essaimer et qui vont nuancer et qui vont peut-être devenir véritablement historiques. Mais ça, tu viens d'en parler. L'autre figure, c'est la femme fatale, parce que dans la sorcière, il y a aussi un côté très sexuel. Celle à laquelle je pense, c'est la sorcière rouge, Mélisandre, dans Game of Thrones. Et où elle est effectivement complètement sexualisée, femme fatale, dont on n'est pas certain en fait quel est son objectif. Elle peut même être létale. On se demande à quoi elle joue, même avec Jon Snow à un moment donné. Jon Snow, on ne peut pas y toucher normalement. Enfin bref. Morticia, dans la famille d'Adam, ça, on n'est pas très, très sûr, est-ce que c'est une sorcière, est-ce que c'est une vampire, est-ce que c'est autre chose, mais elles sont aussi dans ce côté très sexuel et très sexualisé de la sorcière qui est aussi une manière d'aller vers la réappropriation aussi de son corps et de la sexualité, je pense. Tout à fait. Ce qui fait peur aussi déjà au Moyen Âge et très certainement dans les siècles qui vont suivre, dans la figure de la sorcière, c'est la sexualité. Enfin, ce qui fait d'ailleurs souvent peur chez les femmes, hein, si la sorcière peut représenter ou symboliser à certains moments les femmes, c'est bien évidemment la sexualité de ces femmes. Souvent d'ailleurs elles n'ont pas d'hommes, c'est pire, et elles pactisent avec le diable. Elles pactisent avec le diable en embrassant la fesse du diable, et puis en partant rejoindre le diable sur un balai. Ben, le balai comme symbole phallique, c'est difficile de faire mieux, hein. Tout notre imaginaire est construit autour de cela, bien évidemment, et participe à des orgies les nuits durant, à des sabbats, avec à l'époque la certitude que ces femmes partaient faire des orgies toutes les nuits ou toutes les semaines. Et donc c'est ça qu'on va leur reprocher sans doute le plus, c'est évidemment une sexualité en dehors du cadre du mariage monogamique. Et la dernière, je vous ai dit les vieilles. Je sais que... Mais j'aime bien le mot vieille, on a le droit d'être vieille. Hein. Je ne sais pas à partir de quel âge on est vieille, en tout cas pas 46. Ne dis pas ça. En tout cas pas 46. Mon âge de la vieillesse recule évidemment avec l'âge. Avec notre âge. Évidemment. Mais dans les séries que je vous ai citées, je ne sais pas si vous réfléchissez, donc Ma sorcière bien-aimée, Sabrina apprentie sorcière, Buffy, elles sont jeunes en fait. Et les figures de plus âgées, l'autre génération, d'abord, soit il n'y en a pas. Dans Sabrina apprentie sorcière, elle a des tantes, mais elles sont quand même pas très vieilles par rapport à elle. Il y a Andorra, dans Ma sorcière bien-aimée, sa mère. Vous la visualisez bien, haute en couleur, au sens premier du terme. Andorra, elle est beaucoup plus difficile comme personne. Alors attends, non, je l'adore. Mais si vous vous mettez dans le monde patriarcal des années 60, Samantha, ça va encore. Bon, elle bouge un peu son nez, etc. Mais alors Andorra, par contre, pour le coup, c'est une sorcière. Elle emmerde Jean-Pierre, et donc c'est vraiment une empêcheuse de tourner en rond, qui n'arrête pas de faire des sabbats, d'ailleurs elle le dit aussi, et qui, je pense, a une sexualité débridée, qui me fait un peu penser à Mona dans Madame est servie, rien à voir. C'est pas... Mais voilà. Et donc, c'est super intéressant, parce que je vous ai dit que normalement,
Olivia Benson aurait dû disparaître à 50 ans, à 40 ans en fait. Normalement, les femmes, elles disparaissent des séries télévisées à 40 ans, elles deviennent grand-mères. C'est la seule possibilité. On voit que ça change un peu, mais on voit qu'il y a eu des personnages en fait dans. Alors pas beaucoup, mais Andorra, elle est assez emblématique, ou Mona dans Madame est servie, de vieille qui en fait, finalement, elle est beaucoup plus intéressante que sa fille presque à un moment donné, Andorra. Euh, ouais, c'est une emmerdeuse quoi. Belle-mère égale sorcière, on est bien d'accord. Ça, Oui, c'est vrai. oui. Ah, il faut peut-être attendre le micro. Euh, Petit blanc. Un autre registre. Au moment où en Europe arrivent de plus en plus de femmes dans les institutions, le pouvoir, partout on les voit, elles sont très nombreuses en ce moment et donnent de l'espoir aux femmes des autres continents. Avez-vous analysé un peu la série Bergen pour voir la relation que les femmes ont avec le pouvoir et quelles sont les limites justement des femmes, les limites qu'elles rencontrent dans l'exercice du pouvoir? Si vous voulez bien, je réponds quand on repasse aux questions-réponses et je termine sur les sorcières. Mais je vous promets, j'y réponds après. Promis. Deal, deal. Juste sur les vieilles, en fait, je me suis dit aussi, il y a une personnage de vieille sorcière dans la famille Adams. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la mère de Gomez est en fait une sorcière traditionnelle puisqu'elle fait des potions. Elle a un chaudron, etc. etc. Et ça me permet d'en arriver tout doucement, cette question de jeune et de vieille, vers justement qu'est-ce qui manque dans les séries télévisées. On n'a pas la rebouteuse. Pour moi, une sorcière, c'est une rebouteuse. Tu disais, tu vois, cette vieille femme qui est en dehors du... En fait, elle n'est pas tant en dehors, la rebouteuse, c'est la médecin du village, en fait. Les sorcières, pour moi, au sens premier du terme, peut-être au sens chamanique, on parlait tout à l'heure de différence du terme, la sorcière, c'est la personne qui est capable de soigner, c'est la rebouteuse. Ça, on n'a pas dans les séries. Et on n'a pas non plus l'aspect herboriste de la sorcière, puisqu'il y a ça aussi, les sorcières traditionnelles, en tout cas en Belgique, ce sont des rebouteuses, elles soignent avec des prières, avec des gestes, etc. C'est pas très loin de ce qu'on a vu tout à l'heure, le magnétisme, mais elles soignent aussi avec une connaissance des plantes. Tu parlais de l'importance. Ça, dans les séries, on n'a pas. Et du coup, c'est intéressant parce que pour moi, la sorcière, cette image de rebouteuse ou d'herboriste, c'est le savoir féminin. C'était elle aussi qui était les sages-femmes. C'est le savoir féminin sur les femmes, sur les corps, qui a ensuite été confisqué par les médecins, par les gynécologues et par les pharmaciens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout doucement, on revoit revivre, et dans ce revival des sorcières, on voit renaître des herboristeries. Il y en a même à Namur. Alors si ça existe à Namur, c'est qu'il y a partout, parce que Namur, c'est quand même pas la ville la plus... Des herboristeries qui reviennent. Et on a aussi toutes ces médecines parallèles qui sont tout doucement remises en avant, ou toute cette vague d'accouchement naturel à la maison. Si vous avez vu une série comme Midwife Calling, qui était diffusée sur la RTBF et les sur Ovio, c'est sur ces sages-femmes au sortir de la guerre, avant la guerre, au sortir de la guerre, et comment petit à petit, en fait, ce sont les médecins qui vont prendre leur boulot. Super intéressant, un peu mélodramatique, Ouais. mais super intéressant en termes d'histoire. Et donc, c'est ce qui manque encore dans les séries, c'est ce côté savoir, parce que les sorcières, elles ont un savoir. Donc on a des figures qui sont des sorcières magiques, on a des sorcières femmes fatales, on a des sorcières sexualisées, on a les sorcières un peu historiques, mais on n'a pas encore ce côté rebouteux, ce côté... Peut-être parce que ce sont celles qui dérangent le plus. Ah peut-être. Ah, Et ça c'est c'est peut-être aussi joli. une des raisons essentielles pour laquelle la chasse aux sorcières s'est déroulée durant ces périodes-là, puisqu'on est à la période de la professionnalisation de certaines professions, mais aussi de la construction d'un savoir dit occidental à cette période-là, qui se fait au sein des universités. Et évidemment, ce savoir ne peut être exercé que par des hommes à l'époque. Et donc, on va aussi mettre à l'écart tout autre type de savoir, dont le savoir des sorcières, parce qu'elles sont en concurrence directe auprès des populations locales. Et ce savoir, évidemment, va être décrié. Et tu parlais
du savoir des sages-femmes, mais les sages-femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient aussi, ou en tout cas, la peur des sages-femmes, c'était quoi? C'était l'avortement. Et donc, on boucle la boucle d'une certaine manière, on boit du Simone, merci Simone, mais c'est vrai que c'est le lien, et le lien est là, évidemment, c'est que les sages-femmes sont toujours, on présuppose qu'elles soutiennent, qu'elles participent, les fameuses faiseuses d'anges, qu'elles participent aux avortements. Donc, c'est peut-être cette sorcière-là qui n'existe pas parce qu'elle dérange vraiment beaucoup, beaucoup. Encore, oui, c'est vrai. Il y a des- C'est obligé. Si nous, on a des micros comme ça, vous êtes obligé d'avoir Oui, un oui, micro. chacun son truc, hein. Pas de souci. À l'heure où la médecine se féminise énormément, on a quand même ce mouvement de fake med, donc quand même comment dire, une condamnation des médecines alternatives par des médecins qui en fait sont de plus en plus des femmes. Enfin, voilà, je mets ça dans la discussion. C'est quelque chose qui me semble assez, qui ressemble beaucoup à un backlash. Oui, vous voulez dire les femmes médecins qui elles-mêmes, en fait, Voilà, oui. veulent peut-être se différencier justement des sorcières en reprenant encore le discours patriarcal. Voilà. Vous avez répondu à votre propre question, c'est Oui. parfait. Merci. Moi, je voulais juste ajouter d'autres définitions aussi pour les sorcières, inspirées en fait de ce que je vois sur le continent africain. En fait, ce que je vois, et puis peut-être que la ministre Penda pourra... je vois la question du recours aux médecines alternatives, y compris les rebouteuses, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui pose problème. On les appelle les tradipraticiennes. Et finalement, les études montrent que les populations vont plus fréquemment chez elles qu'auprès de la médecine moderne. Et elles sont moins chères aussi, et elles connaissent les plantes, etc. Il y a une dimension aussi spirituelle. Et ce n'est pas des sorcières, c'est des soignantes, et ce n'est pas d'ailleurs considéré comme alternatif, c'est plutôt le mode moderne qui est alternatif. Et on a les sorcières. Alors elles, tout de suite, il y a la notion de maléfisme. Et elles ont des pouvoirs surnaturels, mais qu'elles utilisent à mauvais escient et qui se retournent, y compris contre les leurs, qu'elles mangent, entre guillemets, de façon spirituelle. Et souvent, vous allez trouver dans les médias, en tout cas pour ce qui est de la Côte d'Ivoire par exemple, des condamnations de quelqu'un, d'une femme. C'est souvent des femmes pour sorcellerie, parce qu'on a prouvé qu'elle a mangé spirituellement quelqu'un. On retrouve ça même dans l'imagerie populaire et dans les chansons. Il y avait une chanson qui s'appelait La chaîne alimentaire. On disait, tu as mangé pour moi, je mange pour toi. Donc, le petit Robert qui maintenant a le pied tordu, c'est toi, etc. Donc, il y a ces femmes-là à qui on attribue un pouvoir et que ça donne lieu à des cérémonies. Parfois, par exemple, quand quelqu'un meurt et on demande à la personne décédée de désigner qui est à l'origine de sa mort. Et on a des scènes filmées où on voit des gens qui sont tirés vers l'un ou l'autre. Voilà. Et c'est ce que je voulais ajouter comme complément. Et puis dire en même temps qu'il y a la sorcière, il y a la fée. Donc la sorcière, c'est celle qui est parée de tous les pouvoirs maléfiques et qu'on craint. Et puis il y a la fée, ça me fait, tout à l'heure quand je parlais des stéréotypes bienveillants, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a celle qui est parée de tous les maux et puis il y a celle qui est bien parce qu'elle est gentille, elle est douce, elle s'occupe de la famille, voilà. Et dans les contes, on a souvent ça. Dans La Belle au bois dormant, on a la sorcière, mais on a la gentille fée, etc. Et donc il y a la sorcière et la fée, et c'est toujours des pouvoirs surnaturels qui dérangent. Tout à fait, merci beaucoup. Mais revendiquer la noirceur, c'est bien aussi quelquefois, c'est ce que font aussi les féministes d'ailleurs, le côté sombre. Je vois qu'il y a plein de questions d'un coup. Tu dois encore répondre à une Je dois question. encore répondre, oui, j'ai pas oublié. Ah, compléter. Juste pour dire que le savoir féminin ou les savoirs féminins, ce sont ces savoirs qu'on a tendance à mettre sur le registre de la sorcellerie. En tout cas, il y a certains types de soins, seules les femmes en sont capables en Afrique, par exemple pour les fractures, pour, je ne sais pas moi, la stérilité. Elles sont très fortes dans la lutte contre la stérilité. Pour que l'enfant puisse naître très facilement, elles ont des pratiques, l'utilisation du beurre de karité, les libations, beaucoup de choses
elles sont, sur ce registre, elles sont très fortes. Mais je me demande si ce n'est pas lié à un phénomène, c'est-à-dire des sociétés pré-industrialisées, des sociétés qui ne sont pas entrées très, très facilement dans la modernité. Vous savez, quand on lit la littérature médiévale européenne, on trouve des exemples, beaucoup d'exemples. J'ai vu, par exemple, j'ai eu la lecture, parce que moi j'ai enseigné pendant plusieurs années l'histoire médiévale européenne et musulmane. Dans ce registre, il y a des femmes qui ont connu un procès en sorcellerie. Par exemple, il y en a une pratique qu'on trouve aussi en Afrique. Elle avait pris le cordon ombilical, son enfant pleurait beaucoup, le cordon ombilical de l'enfant, son cordon ombilical qu'elle avait mis dans l'eau, le cordon ombilical, pour que l'enfant cesse de pleurer parce qu'elle pensait qu'elle avait des maux de ventre, que l'enfant avait des maux de ventre. Elle a fait boire cette eau à l'enfant. Aussitôt, elle a été dénoncée, traînée en procès en sorcellerie et elle a été exécutée pour ça. J'ai un texte vraiment concernant cette femme, c'est ici, ça s'est passé en Europe. Donc je pense que ce sont des phénomènes qu'on retrouve dans les sociétés anciennes, que ce soit en Occident, en Afrique ou ailleurs, certainement en Amérique latine, on peut trouver des exemples qui rapprocheraient beaucoup plus de la structure sociale que vraiment des cultures ou des civilisations en tant que telles. Peut-être que du coup, je peux répondre à la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on fait encore quelques questions sorcières et puis Les on revient aux sorcières, séries? oui. Mais comme c'est toi le chef. Je suis chef. C'est toi la chef. Là, pardon. j'ai vu qu'il y avait là-bas une... Voilà. Plus loin. Oui. Depuis plus longtemps, en tout cas. Non, moi, c'est un petit peu décalé parce que j'ai demandé là-bas. Mais bon, je le dis quand même. Il y a deux représentations au 19e auxquelles je pense. C'est d'une part les représentations par Goya. Bon, je pense que vous connaissez tous ces sorcières qui sont des vieilles, en effet, bon, à Shabbat, etc. Et puis la sorcière de Michelet, qui lui donne une vision de l'herboriste, de la femme qui soigne, mais on ne peut absolument pas dire qu'il veut valoriser la puissance, il veut valoriser juste la puissance sociale des femmes, mais dans leur... selon les stéréotypes justement du 19e, c'est-à-dire dans leur rôle de soignante, de celle qui s'occupe bien de la famille, mais surtout qui a ces pouvoirs-là. On parlerait du Caire actuellement, mais il ne la maltraite pas du tout par ailleurs, il en fait souvent il la montre plutôt comme une jeune femme. Donc c'est juste ce que je voulais évoquer. Il va romantiser en fait il va vraiment romantiser la figure de la sorcière. Mais alors que Michelet a écrit des horreurs sur les femmes, mais ce qui est intéressant, c'est que Marguerite Duras va reprendre la vision romantisée de Michelet pour en faire le passage vers les féministes. Enfin, c'est ça qui est vers le néo-féminisme. Je trouve ça assez passionnant. Mais bon, voilà. Question. Oui, moi, Pardon. je voulais plutôt, enfin, c'est une remarque, question qui rebondit sur les deux sujets. Vous parliez de l'évolution des séries et l'évolution de la vision de la sorcière dans les séries et de Sabrina l'apprentie sorcière. Et par exemple, justement, quand j'étais jeune ado, je devais avoir 12-14 ans, je regardais sur DKTV Sabrina l'apprentie sorcière avec son chat qui parle, etc. Et puis ici, il y a peut-être 2-3 ans, j'ai redécouvert Sabrina sur Netflix. Et là, j'étais choquée de voir le personnage de mon adolescence complètement transformé. Et il paraît que c'est beaucoup plus conforme aux comics dont c'est issu. Mais voilà, là, la sorcière est complètement différente. C'est plus fantastique, plus horreur comme ça, avec des trucs étranges. Enfin, voilà, ça avait beaucoup évolué. Et alors, une remarque aussi par rapport à la sorcière herboriste dans Outlander. L'héroïne principale joue ce rôle-là. Donc voilà, ça commence. Merci de le dire. En fait, quand j'ai commencé à mes recherches sur les séries, je voyais toutes les séries qui comptaient. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, j'ai pas vu Outlander. Donc, souvent, je dis à mes étudiants, ajoutez des exemples, parce que moi, je les ai pas tous. C'est impossible d'avoir vu l'entièreté des séries. Et Sabrina, je n'ai pas vu la version remake, donc je ne sais pas. Je trouve ça intéressant. Moi je trouve ça intéressant
Les deux sont intéressants. À la fois quand c'est une série un peu plus girly, qui s'adresse aux ados, on peut se dire, d'abord on ne sait jamais ce que les gens en font. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment les gens ont pris, hein. Je ne sais pas comment une femme en 64 voit Samantha. Je ne sais pas comment son mari voit Samantha. On peut pas savoir si on ne va pas leur demander. Moi, je peux vous dire comment je reçois Samantha. Je peux vous dire aussi que moi, pour le coup, j'ai revu des épisodes de Ma sorcière bien-aimée il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, ouh là là, la culture du viol, quelle horreur. Parce que c'est vrai que c'est quand même trash. Mais ça me permet aussi de dire, tiens, en fait, on ne sait pas comment les personnes qui regardent ces figures. Et elles peuvent être des rôles modèles. Même la pire série, le pire personnage dans la pire série peut devenir un rôle modèle, puisque ça dépend comment on le lit et comment il rentre en résonance. Donc, voilà. Ce sera déjà une des premières conclusions de la journée, c'est que nous avons besoin de modèles. Oui. Mais il faut encore répondre à la question. Oui. Oui. Pas oublier. Okay. Je voulais simplement mettre le projecteur sur le féminisme. Je pense que sur la revendication féministe du personnage de la sorcière. Pourquoi la sorcière ? La sorcière, pour moi, c'est vraiment la personne qui est insoumise aux règles de la domination patriarcale, puisqu'effectivement, elle vit en dehors de la société, en dehors du cadre matrimonial. On lui prête une sexualité débridée, etc., etc. Donc, elle fait l'objet de projections. Qui dit « je fais l'objet de projections et je suis en dehors des normes sociales établies » dit peur de la majorité étant masculine, patriarcale, etc. Donc, elle cristallise ses peurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait se revendiquer sorcière quand on cristallise les peurs et quand on va être mis au pilori ? Simplement parce qu'on peut se dire, voilà, si moi je veux revendiquer ma liberté, si c'est au prix de je représente les peurs et je suis mise au pilori, voilà, tant pis, je le fais et je me revendique sorcière, quoi. Je pense que c'est ça. Tout à fait. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça, c'est génial. Je suis très militante, donc dans le monde militant, c'est génial et c'est parfait. Dans le monde historique, c'est différent parce qu'en fait, cette figure-là de la sorcière, elle n'a quasi jamais existé. Voilà, et je crois que si on devait rencontrer aujourd'hui les sorcières qui sont fait brûler au 16e ou au 17e, elles devraient peut-être pas nous apparaître les plus sympas, hein. Je veux dire, on leur fait porter beaucoup de choses et beaucoup de voix qu'elles n'ont peut-être pas vraiment eues. Alors on a les procès, mais tous les procès se ressemblent parce que en fait c'est une répétition et il y a un manuel de confession et de toute façon elles sont torturées et elles doivent avouer ce qu'elles doivent avouer, on le sait bien. On sait tout ce qu'on doit leur faire dire, etc., etc. Mais il y a autant de sorcières qu'il y a de femmes, et il y a autant de femmes qu'il y a de sorcières d'une certaine manière. Mais ce qui moi m'intéresse, mais ça revient à ce que vous avez dit, c'est ce que nous, ou déjà les néo-féministes ou d'autres, on voit dans la sorcière. Nous sommes les petites filles des femmes que vous n'avez pas pu brûler, c'est ça aussi. C'est des femmes en dehors qui ont été massacrées parce que femmes aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Ça m'intéresse. Cette construction-là, je la trouve fascinante. Maintenant, me dire ce qui est en lien très fort entre une villageoise du XVIe siècle de 70 ans qui embêtait tout le village et qui devait peut-être pas être la plus sympa de la terre non plus et qui était peut-être pas sorcière comme nous l'entendons ou herboriste ou quoi que ce soit. Voilà, les affinités là sont peut-être moindres, mais c'est pas une récupération, hein, cette revendication de la figure de la sorcière depuis les années 70, je la trouve géniale. Vraiment génial. Et si je peux me permettre, tout ce que vous avez dit, on pourrait l'appliquer au féminisme en fait. Se dire féministe il y a encore quelques années, ça l'est encore maintenant, c'était vraiment se mettre au banc, c'était vraiment être attaqué, ça l'est encore aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve d'autant plus intéressant de voir des discours féministes, des personnages féministes dans les séries télévisées, parce que vous disiez c'était se mettre à l'écart. Si je veux revendiquer ma liberté, je me mets à l'écart et donc aussi je me marginalise. Par définition, les séries télévisées, c'est pas la marge, c'est le discours dominant aujourd'hui. Et donc si ça intègre petit à petit des discours féministes, des figures féministes, des combats, des thématiques féministes, c'est super intéressant. Moi, je les vois, ces séries, comme... Je ne crois pas que les séries sont le miroir du monde, je crois qu'elles participent au monde, ce sont des acteurs... Ce sont des actrices sociales comme d'autres. Et donc, moi, j'y vois un indice d'un grand changement, en fait. Si ça arrive dans les séries,
C'est vraiment... et donc, Et donc, j'ai peut-être une qu'on est question. moins Est-ce que marginal. Borgen était féministe? Mais Borgen, Voilà, oui, j'essaie de... Est-ce que c'était un modèle de féministe? ramener. Mais en fait, c'est vrai que j'aurais pu parler de Borgen et votre question m'y fait penser. J'aurais pu rajouter dans les exemples que j'ai utilisés les femmes politiques, les femmes qui font de la politique dans les séries télévisées. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'il me semble qu'elles ne revendiquent pas, mais je me trompe peut-être sur Borgen et vous allez peut-être me reprendre. Elles ne revendiquent pas toutes nécessairement si fort le fait d'être féministe. Ceci dit, c'est pas du tout anodin que de nouveau Gina Davis soit la première femme présidente des États-Unis dans une série télévisée et qu'on la voit porter serment. Moi, je crois que je me souviens de comment j'étais habillée le jour où j'ai vu Gina Davis prêter serment dans Commander in Chief, un grand moment. Ou la femme présidente dans Battlestar Galactica, ça reste un waouh, quoi. C'est un truc de fou. Ou alors toutes les présidentes, elles arrivent parce que le président meurt. Elles ne sont pas élues dans les séries américaines pendant tout un temps, les présidentes. Elles arrivent là sans faire exprès. C'est le cas aussi dans L'État de grâce, qui est une série française. Birgit, elle se fait élire et elle est super intéressante à ce niveau-là. Et je n'ai pas vu la dernière saison. Donc je trouve qu'elle se fait élire. Elle est à la fois un produit du système. Elle a parfois des côtés très masculins de tenir le pouvoir et parfois elle a des côtés très féminins qui sont parfois très embêtants. Pourquoi je vous dis ça? Attention. Le président des États-Unis dans les films ou dans les séries, il est souvent vu comme un rachat de la réalité. Jed Bartlett dans West Wing apparaît quand Clinton se fait avoir pour le coup de la robe. Monica Lewinsky. Et certains analystes disent Jed Bartlett, c'est le président rêvé. C'est le président qui tient les discours qu'il faut, au moment où il faut. Il est super humaniste, il fait attention à tout le monde. C'est le président rêvé au moment où les démocrates s'écroulent. Donc il rachète la réalité. Et quand j'ai une présidente comme Gina Davis dans Commander in Chief, en fait c'est Jed Bartlett en jupe. Et c'est un peu énervant, c'est-à-dire que c'est une femme qui arrive à la présidence, c'est la première et c'est une présidente idéale. Dans Battlestar Galactica aussi, elle est idéale. Ok, c'est intéressant, mais moi j'aimerais bien des choses un peu plus nuancées qui nous montrent. Et je trouve que Birgit, elle est nuancée. Elle nous montre à la fois une femme qui accède et qui appartient au système et qui en même temps le renouvelle, mais qui en même temps parfois est parfaite aussi. Et je n'ai pas vu la dernière saison, mais on me dit que dans la dernière saison, ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme qui vieillit. De nouveau, vous allez croire que je suis désolée. Mais ce qui est super intéressant, elle vieillit, alors elle a perdu le pouvoir. C'est aussi comment on fait pour survivre à l'échec, à la non-élection. Je pense que c'est important aussi qu'on voit des femmes qui se viandent. C'est important qu'on voit des femmes qui essayent, qui ratent. C'est important qu'on voit une femme qui est élue et qui en fait ne parvient pas à se faire élire une deuxième fois ou qui n'est pas si bonne que ça. Parce que bon, autrement ça oblige, le rôle modèle c'est qu'on ne peut pas avoir d'échec. Puis c'est bien aussi de voir une femme qui vieillit dans la profession et qui se renouvelle dans la profession. Puis accessoirement, ça parle de ménopause et il est quand même temps, je vous disais, un camp de fer les corps. Ça répond pas tout à fait à votre question ou ça répond à votre question? Donc voilà. L'exercice du pouvoir, mais aussi le fait qu'on donne l'impression que le pouvoir ne peut s'exercer que lorsqu'on se masculinise. Oui. Et ça m'a beaucoup frappé, par exemple, le comportement de Mme Van Leyen, c'est ça, à la tête de l'Union européenne, pendant cette période de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je la vois vraiment, elle sort, elle se comporte comme si elle était un homme qui exerçait le pouvoir. Cette dimension féminine qu'on attendait d'elle, pour pouvoir peut-être apaiser un peu tout le monde, essayer d'apporter ce côté un peu maternel, elle l'a perdu en cours de route. Et que c'est comme si l'exercice du pouvoir ne pouvait se faire que si on était un homme à part entière. Et c'est pour ça que les personnages de femmes sont intéressants à analyser aussi avec cet angle de féminisation, masculinisation, pour ne tomber ni dans un travers ni dans l'autre. Parce que
moi je fais partie des personnes qui pensent que le féminin et le masculin n'existent, enfin si ça existe socialement, mais je pars du principe que ça n'existe pas et qu'effectivement c'est des adjectifs qu'on peut accoler à tout le monde. Et pendant tout un temps, c'est pour ça que je vous ai pas parlé de femme badass. Parce que moi, le côté badass m'emmerde en fait. Si c'est un mec en jupe, je ne vois pas l'intérêt. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt. Et les femmes deviennent intéressantes quand elles sont les deux, ou quand on les voit en fait faire ce qu'elles peuvent en féminisme, avec du féminin et du masculin. Donc pour ça, les personnages comme Birgit sont intéressants, mais aussi des personnages comme des filles dans de bold type, parce qu'en fait, elles se masculinisent pas. C'est pas des Sigourney Weaver dans Alien que j'adore par ailleurs, hein, mais voilà. Bien. Que j'adore évidemment par ailleurs, mais voilà, différent. Oui, oui. Oui, j'aurais deux petites interventions. La première sur, je reviens aux sorcières et tout. Et je me dis, il faut peut-être faire un petit peu attention à une déviance, moi j'appellerais ça, sur la sorcière, alors qui est vraiment, qui reprend, qui va soigner avec les plantes, qui est très dans le care, etc. Je pense qu'il revient à la nature. On a voulu naturaliser les femmes. Donc moi je dis, il faut faire un petit peu attention. Moi j'aime bien la rebelle, j'aime bien, voilà, puis, mais il faut faire attention parce que là on voit qu'il y a des fois un glissement, qui est d'ailleurs très bien toléré par la société, quand on revient à ces femmes qui soignaient. Voilà. Donc c'était juste une petite remarque. Par exemple, c'est pas le sujet, on pourrait discuter beaucoup de l'écoféminisme. Voilà. Bon, mais c'est un autre débat, mais je pense qu'il faut être vigilant. On est tout à fait d'accord. Donc, voilà. Très, très vigilant, parce que le mot ramener à la nature, au gentil, au care, bon, on n'est pas des bisounours quand même. Donc voilà, je pense qu'il faut être... Et la deuxième chose, sur les séries, alors moi je me suis parlé des séries françaises ou allemandes et autres. Par exemple, il y a des séries actuellement qu'on voit, que ce soit Vera, que ce soit La Stagiaire, que ce soit Montjuïc, que ce soit des choses très, très populaires, où les femmes sont simplement des femmes comme vous et moi. Voilà, elles ne sont pas d'une beauté extraordinaire, elles ne sont pas avec des... Mais elles exercent leur métier avec brio, avec des problèmes comme les hommes. Elles sont comme les hommes. Bon, voilà, Vera, on parlait des personnes un peu âgées. Moi, je vais dire gentiment un peu âgées, un peu fortes. Bon, voilà, La Stagiaire, elle est même très, très forte. Et elles ont des rôles... Enfin, elles ont les mêmes rôles que les hommes. Ce que j'aime bien dans ces feuilletons-là, parce que j'essaie d'analyser avec le regard, même si je trouve ça un peu cucu des fois, mais sur le regard que vous portez sur ces séries, j'essaie de regarder pour ça et je vois que quand même elles sont... Voilà, c'est comme des hommes, ni plus ni moins, elles font autant de... Voilà. Et je voulais avoir votre avis parce que vraiment, je trouve que ça tranche avec les séries américaines. Moi, je trouve que c'est très différent. Je suis toujours un peu, bon, avec certaines séries américaines, un peu sur mes gardes parce que je trouve que la femme, c'est pas encore ça. Alors que là, dans ces séries-là, je trouve qu'elle... Voilà, je voulais avoir votre avis de connaisseuse parce que moi, c'est un regard tout à fait extérieur. Je les connais pas toutes, hein. Je dis souvent à mes étudiants, et je le pense vraiment, que on est tous et toutes des experts et des expertes en séries télévisées. Il y a juste une différence de degré entre eux et moi, c'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Et dans 20 ans, ils seront aussi bons que moi, en fait. Il n'y a pas de raison. Donc ne vous positionnez pas comme non-experte. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'on est tous et toutes... Bon, la différence, c'est que moi, effectivement, je suis payée pour les regarder. Donc J'ai des collègues qui disent « T'as quand même du bol, toi, t'as quand même choisi le truc qu'il fallait. » Je dis « Ouais, de fait. » Mais ceci dit, quand j'ai commencé mes recherches, on m'a dit « Tu n'arriveras jamais à rien avec ça. » Bref, donc, pour revenir, oui, vous avez remarqué que j'ai cité que des séries américaines, sauf Emma Peel. Je n'ai pas cité non plus de séries belges. Je ne sais pas s'il y a dans la salle des gens qui aiment beaucoup et qui regardent beaucoup de séries belges. Les corps dans les séries belges sont un peu différents, effectivement. Chloé, dans Ennemi public, elle fait pas un 36, elle est plus petite que la moyenne, elle est comme moi, elle se tient pas droite. Moi, je suis super contente enfin d'avoir des personnages qui se tiennent pas droit. Et on a une femme avec des cheveux blancs dans la dernière... Dans Pandore, oui. Dans Pandore, qui est quand même très féministe ou qui se veut très féministe. Ouais. Donc là, on commence effectivement... Mais le souci, c'est quand je demande... Alors, non, c'est pas un souci, mais... On a aussi Olivia Colman, par exemple, dans Broadchurch, par exemple. Bon, après, elle est devenue la reine d'Angleterre, donc elle a sauté d'une catégorie, mais on a des corps qui commencent à être un peu différents. Quand je demande à mes étudiants dans mon cours sur les séries télévisées, est-ce que vous regardez des séries françaises et belges, ils me font non.
Donc pour le moment, c'est pas cette esthétique-là qui passe. Et c'est dommage parce qu'effectivement, on peut dire tout le mal qu'on veut de Plus belle la vie. Plus belle la vie, c'est une série qui est connectée aussi à quelque chose qui est... voilà. Alors pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne les regardent pas, je ne sais pas. Alors avant, la réponse c'était moins bonne que les séries américaines, c'était vrai. Mais maintenant, c'est plus vrai du tout. Et je ne sais pas. Mais vous avez raison, il y a des corps un peu différents et il y a des traitements de personnages qui commencent à changer très fort. On revient de loin, ceci dit. On revient de Maggie quand même. Et on pourrait parler d'Engrenage et de plein d'autres séries. Oui, une, deux, trois, et puis on arrête parce qu'on va dépasser les temps là. Vas-y. Une petite question rapide, enfin une double question rapide. Du point de vue de la production de ces industries culturelles, est-ce que ces changements de personnages féminins sont liés aussi à une féminisation du côté de l'écriture des scénarios, des équipes qui produisent ces séries? Je pense que c'est un élément important. Et je m'interroge aussi sur la façon dont la sorcière est devenue aussi une figure marketing et une figure commerciale en dehors du monde des séries télévisées, mais plus largement un objet de consommation et de commerce. Alors, sur la production, elle se féminise, mais pas aussi vite qu'on l'aimerait. C'est-à-dire au dernier comptage de Gina, de nouveau, Gina Davis Institute fait ça, on arrivait à 30% de scénaristes et de showrunneuses. Non, 30% de scénaristes et 25% de showrunneuses. Un showrunner, c'est le scénariste en chef, pour le dire vite et mal, mais effectivement, tout est toujours question de qui a le poste important. Donc c'est une partie de la réponse sans l'être tout à fait, parce que 25% de scénaristes, ça ne fait pas toutes les séries actuelles, mais on voit qu'il y a quand même un trend vers une meilleure prise en compte. Je pense aussi que il y a des chiffres, de nouveau, vous allez croire que je suis payée par le Gina Davis Institute, mais allez sur leur site, tout est en accès gratos. Hein. Donc si vous allez tapez Gina Davis Institute sur Google, vous arriverez sur n'importe quel moteur de recherche, je ne peux pas faire de pub. Vous arriverez sur le site et ils montrent qu'en fait, c'est pour répondre à la question aussi du côté industrie culturelle et marketing, 60% des femmes américaines et 40% des femmes anglaises zappent si elles ne se reconnaissent pas dans une série. Donc ça c'est une chose, et souvent j'utilise ces chiffres-là à la RTBF quand je vais leur parler du fait qu'il faut féminiser leurs équipes, parce que la phrase qui suit, c'est 74% des femmes millennials zappent si elles ne se reconnaissent pas dans une série. Et donc la féminisation et une représentation plus inclusive, c'est pas que les femmes, mais aussi des personnes non binaires, des personnes trans, des hommes qui ne sont pas des hommes toxiques et virils, c'est important, parce que si vous n'avez pas les publics ne se reconnaissent pas, ils partent. Donc les industries culturelles, elles sont là pour faire du fric, hein. Elles sont pas là pour faire... Si en plus elles peuvent avoir des Golden Globes et des bonnes critiques, tant mieux, mais d'abord elles sont là pour faire de l'argent. Et de toute façon, heureusement, parce qu'elles ne peuvent pas continuer à faire des belles histoires si elles ne rapportent pas d'argent. Donc il faut qu'elles rapportent de l'argent. Dans les industries culturelles, on est toujours dans un exercice très complexe entre l'idéal de ce qu'un scénariste voudrait raconter, qu'une scénariste voudrait raconter, et ce qui peut passer à l'écran à un moment donné. C'est pour ça aussi qu'elles sont intéressantes, les séries. C'est parce qu'elles nous montrent ce conflit à un moment donné. Il y en a certaines qui font un pas ou l'autre dans un côté. Si elles vont trop loin, elles s'effondrent. Une série magnifique des années 90 qui s'appelle Profit n'a jamais eu plus que 8 épisodes, parce qu'après 30 minutes dans le premier épisode, il embrasse une femme et il l'appelle maman. Alors après la coupure pub, on apprenait que c'était pas vraiment sa maman, que c'était un petit surnom qu'il lui donnait, mais n'empêche, les gens sont partis. Donc cette série s'est arrêtée là. Donc il y a toujours un aspect marketing, et je pense que pour le moment, sur les séries américaines, si on a des choses comme The Bold Type, avec un certain type de femmes qui sont dans des milieux capitalistes, de la mode et de la beauté, c'est pour faire en partie des placements de produits et des retours sur le truc. C'est une chose que les séries n'ont pas encore conscientisé et abordé. Leur rapport au capitalisme, elles n'ont pas encore analysé ça. Donc ça répond en partie à votre question. Sur les féminisations, ça arrive tout doucement. En Belgique, la RTBF et le fonds série fait super important. C'est-à-dire que fait de remarques, si c'est une équipe uniquement masculine qui passe, on fait la remarque en disant mais ça ne va pas. Donc ça avance tout doucement. Mais il faut qu'ils sortent des écoles. Hein. Les écoles sont des lieux de standardisation. Donc il faut d'abord que des femmes sortent des écoles de scénario, etc. Et que, voilà.
Mais pour nos Sur amis le françaises, marketing, la Pandore, la dernière oui, belge, d'une certaine manière, c'est que est du féminin. intéressante, hein. Puis ça part dans le viol, et enfin, je veux dire, Oui, c'est assez intéressant. Et la détective est une superbe femme, plus âgée. oui. Enfin voilà, bref. Et c'est écrit que Pandore, par des femmes. Oui. Je sais qu'il Francine. n'y a plus beaucoup de temps, mais je voulais parler d'une série dont on n'a pas parlé. Voilà, ça ne concerne pas une femme, c'est une enfant, Fifi Brin d'Acier. Oui. Quand même considérée comme... voilà, est-ce que vous pensez que c'est aussi un moyen un peu détourné, parce qu'on s'adresse aux enfants, pour vraiment poser la question de la position de la femme, puisqu'elle correspond un peu à la définition qu'on a donnée tout à l'heure, donc vivre en dehors, Ouais. libre, un peu folle. Voilà. Si je me souviens bien, mais là c'est de la littérature pour enfants, c'était carrément l'objectif de l'autrice dont Lundgren, je pense, je ne me souviens plus de son prénom. Et d'ailleurs, il y a un prix Fifi Brin d'Acier qui récompense les... Ça se voulait féministe déjà à l'époque, Tout hein, à fait. et Donc ça a été un modèle merveilleux pour ma génération d'ailleurs. c'était pas du tout détourné, hein. Nos enfants. Et d'ailleurs, c'est à se demander comment ça a été diffusé à la télévision des années 60-70. Quand on regarde les épisodes aujourd'hui, on peut se Comment demander ils ont osé? Ouais, comment ouais, ils ouais. ont osé et comment c'est passé. À mon avis, c'est parce que les papas ne regardaient pas ce que les enfants regardaient. Sinon, ça serait arrêté. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est autre chose que les Barbapapa, quoi, hein. Je veux dire qu'il a été bien, hein. C'était la liberté, quoi. Hein. Bref. Je crois qu'on en prend encore une, mais c'est parce qu'on a dépassé le timing, hein. Je C'est le autre dis. chose que Candy, d'ailleurs. Oui, mais ça, je connais encore la chanson. Pardon. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Je voulais, enfin, j'avais une question et une remarque. Une question par rapport à la première intervention sur les séries. Je m'étonne de ne pas avoir entendu parler de Grey's Anatomy notamment et de tout ce qu'a fait Shonda Rhimes. Parce que Shonda Rhimes, on a une femme qui est aux commandes, on a une femme qui affirme de plus en plus et le côté féministe et le côté lutte raciale et le côté politisation, ça augmente plus on avance dans les séries. Et que ce soit dans Grey's Anatomy, dans Private Practice, où il y a une description de viol qu'on a rarement vue ailleurs, faite de façon aussi pertinente. Enfin voilà, je m'interrogeais pourquoi, et puis dans Oh Murder, enfin j'ai plus le titre en entier, mais voilà, je pense qu'elle fait beaucoup au niveau de la féminisation et au niveau de l'intersectionnalité. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et alors, ma remarque par rapport aux sorcières, c'est j'avais eu l'occasion d'assister à une super conférence sur les sorcières et les productions cinématographiques et télévisuelles. Et j'ai envie de parler de cette autrice belge, qui est Frédéric Muller, et qui a fait un boulot extraordinaire, qui est paru dans un livre qui est disponible gratuitement au Point Culture. Sachez que les Points Culture vont bientôt fermer, donc il faut en profiter dans ce mois-ci, parce qu'on les ferme dans un silence un peu, voilà, qui pose problème à mon avis. Mais donc, Frédéric Muller a fait ce travail sur les sorcières dans les séries, en distinguant aussi les sorcières qui peuvent être considérées comme un danger et celles qui ne le sont pas. Et donc, les jeunes sont intéressantes parce qu'elles ne peuvent pas être des dangers, et donc elles peuvent être sexy, etc. Enfin, il y a vraiment un travail intéressant à ce niveau-là, et je vous le conseille dans ce livre qui est sorti dans tous les Points Culture, édité par les Points Culture. Et dont l'autrice ne figure pas sur la couverture, le nom de l'autrice ne figure pas sur la couverture. Donc là aussi, on peut se poser des questions. Voilà. Parce que c'est pas considéré comme un livre, enfin la réponse qui a été donnée, c'est pas considéré comme un livre, c'est considéré comme une brochure, alors qu'il y a quand même 2 tomes pour une brochure, n'est-ce pas, hein et voilà, le nom n'est pas sur la couverture, il faut vraiment le chercher dans le livre, et c'est dommage parce que c'est Frédéric Muller, et voilà. Eh ben super. Grey's Anatomy fait partie des trucs que j'ai passés pour tenir le temps. Mais vous en avez parlé, donc c'est super. Cold Case aussi. Cold Case, t'as pas dit Cold Case, non, j'ai pas parlé de Cold Case. Donc vous en avez parlé, c'est très bien. Effectivement, Grey's Anatomy fait partie de ces séries qui a amené des choses. Urgence a aussi amené beaucoup de choses. Donc voilà. Par rapport à Grey's Anatomy, ça me permet juste peut-être de rajouter une chose. Je ne sais pas si vous savez, mais I Love Lucy était produite, créée, scénarisée par Lucille Ball, qui était l'actrice principale. En 1951,
C'était une femme qui dirigeait la série qui ramenait le plus de fric à l'époque et qui a établi les canons de la série télévisée. C'est-à-dire que c'est une femme qui a établi les canons esthétiques, narratifs d'une série de sitcom. Mary Tyler, qui était la première femme qui travaille, dont je vous ai dit, elle est secrétaire était produite par Mary Tyler, qui était l'actrice qui jouait dans cette série. Mary Tyler va être la personne qui va mettre en place une boîte de production qui va créer Captain Furillo. Toute la quality TV découle de ça. Captain Furillo, Hill Street Blues, pour ceux et celles qui ont déjà entendu, c'est reconnu comme étant de la quality television. Alors on pourrait discuter sur le truc, mais c'est une femme qui a créé cette boîte de production. Et souvent, je dis à mes étudiants, la troisième figure du genre, c'est Shonda Rhimes, et en plus, elle est noire. Et c'est pas du tout anodin. Et donc, effectivement, vous faites bien de ramener Grey's Anatomy, Scandale, etc., parce que je pense que c'est super intéressant. Si je vous avais parlé de Grey's Anatomy, je vous aurais parlé de Bailey. Le personnage de Miranda Bailey, qui revient au travail après avoir accouché et qui doit faire face à la mise à l'écart de ses collègues. Et ces épisodes-là sont super. Quand on a été mère de famille, quand on a accouché, qu'on revient au travail, on regarde ces épisodes, on se dit « Ah ouais, de fait. » Donc voilà. Et effectivement, l'épisode de la saison 16 sur le viol, c'est saison 16, je ne sais plus. Non, il y en a un. Ouais, voilà. Voilà. Si jamais vous tapez épisode de viol Grey's Anatomy, si vous allez voir qu'un épisode, vous allez voir celui-là. Allez, encore une, deux, voilà. Moi, c'était juste une remarque par rapport à pourquoi les étudiants ne regardent pas les séries françaises et belges. Enfin, quand vous l'avez évoqué, je me suis dit, est-ce que c'est juste pas la... Comment on avait dit ça? Oui, une question d'accès, parce que Netflix, c'est le truc hyper à la mode, hyper rapide, Ouais. a priori pas cher, et que si on s'abonne à tout, partout, je sais pas. Alors ça dépend ce qu'on entend par accès, parce que les séries belges, elles sont sur Ovio. Donc j'imagine que oui, il y a des choses. Ouais, on a Ovio, mais ouais. Les séries belges, elles sont sur Ovio, un peu l'équivalent de France Télévisions, enfin la plateforme Salto, enfin c'est gratuit, donc il suffit simplement de se faire un compte. Mais de nouveau, ça dépend ce qu'on appelle accès, parce qu'il faut savoir que ça existe, il faut se dire tiens, je vais aller voir les séries belges ou les séries françaises. Et je pense que pour le moment, la notion d'accès, c'est aussi ce dont on parle plus globalement. Et ce dont on parle plus globalement, c'est d'abord les séries Netflix, les séries américaines. Et donc, il y a des espèces de réflexes de consommation culturelle aussi qu'il faut parfois un peu casser. Et puis, très clairement, donc du coup, je les ai obligés une année à regarder des séries belges. Ils ont été obligés de faire un travail sur une série belge. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Ils m'en ont voulu à mort. Parce qu'ils s'inscrivent au cours, puis après, ils apprennent le thème. Alors là, ils étaient vraiment pas contents. Et ils m'ont dit, mais oui, mais ils aimaient pas au début. En fait, ils aimaient pas du tout, parce que c'est pas glamour. Ça répond aussi un peu... ils n'avaient pas ce côté évasion, etc. Donc les séries, c'est plein de choses. Ça peut nous apprendre, ça peut éduquer, ça peut faire réfléchir, mais on a aussi l'évasion. Et donc ça ressemblait trop à ce qu'ils connaissaient, ça les emmerdait. Puis il a fallu un certain temps, ils ne sont pas tous devenus fans de séries belges, mais certains d'entre eux me disent qu'ils regardent encore parfois. Donc il faut apprendre aussi en fait à aller voir autre chose que le truc Netflix. Et pour répondre à votre question, ça coûte cher, il faut qu'on paye le gaz pour le moment, donc peut-être que voilà. Et moi je pense qu'on va on va repasser à des modes de consommation illégaux. On avait du téléchargement illégal, puis on a eu Netflix, et maintenant je pense que comme on a une multiplication des plateformes, on va avoir des vagues d'illégaux. Voilà, merci beaucoup. Merci Marilène, Nicole et Sarah. Merci Valérie. Pour cet après-midi, je crois qu'on a plein de choses déjà à dire pour les conclusions de demain. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de modèles forts, de Fifi Branassier à Colcase. Je ne sais plus comment elle s'appelait, parce que ça, ici, il fallait en parler. On a tous nos chouchous. Je te cède la parole. Merci à toutes.